Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre première coupe histologique au tutorat et nous allons l'analyser ensemble, point par point, pour que vous deveniez incollables sur les coupes microscopiques. Et sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Alors, voilà notre image, l'image sur laquelle on va parler pendant ces quelques minutes. Euh, je vous laisse le temps de découvrir, de faire vos propres analyses, essayer de comprendre déjà ce que vous voyez par vous-même, et puis ensuite on fera une sorte de correction. Vous pouvez évidemment mettre sur pause. Voilà, alors maintenant que vous connaissez un peu l'image, on va pouvoir l'analyser en suivant ce plan-là. Il y aura des généralités, évidemment, comme toujours. Et puis ensuite, on parlera un peu des différents tissus qui composent la coupe. Ça vous fait un petit spoil vu que vous pouvez savoir quel tissu il y a dedans. Et bon, c'est pas grave. Donc, attaquons les généralités directement. La première chose à regarder quand on a une coupe microscopique devant soi, c'est quel microscope est utilisé. Il y a deux types de microscopes qui font des coupes. Les microscopes optiques, qui font des coupes qui ont un grossissement de l'ordre du micromètre et qui sont colorés et qui ont plusieurs colorations différentes. Et ensuite, il y a les coupes au microscope électronique à transmission qui font des coupes avec un plus gros zoom, ça zoome jusqu'au nanomètre, mais qui sont uniquement en noir et blanc et donc pas de coloration. Ce sera toujours du noir et blanc. Maintenant qu'on sait ça ici, on peut clairement déterminer que c'est une coupe au microscope optique. Maintenant qu'on sait ça, il va falloir comprendre quelle coloration est utilisée, puisqu'encore une fois, en microscopie optique, on utilise des colorations qui peuvent être différentes. Alors pour savoir, je vous ai fait un tableau avec les principales colorations. Vous avez la coloration à l'hématoxyline éosine, qu'on appellera souvent HE par habitude. C'est la coloration de base que vous voyez tout le temps et que vous allez voir extrêmement souvent. Avec de l'hématoxyline, qui est la partie un peu plus violacée, là que vous pouvez voir sur l'exemple, et l'éosine, qui est la partie plus claire en rose, qui va colorier tout ce qui est cytoplasme et éléments de la matrice. Le trichrome, ensuite, qui est, on va dire, un hématoxyline éosine boosté, où on a le HE, et on a rajouté une troisième couleur. Ça peut être, généralement, c'est du vert pour vert lumière, du bleu avec le bleu de toluidine, et enfin le safran qui va colorer la coupe en jaune. Ensuite, on entre dans les colorations un peu moins banales, avec l'orcéine qui va permettre de colorer les fibres, puis ensuite l'acide périodique de Schiff, le perle et l'huile rouge, qui sont des colorations un peu plus particulières qu'on utilise moins. Je vous laisse lire la description et mettre sur pause, mais vous verrez moins souvent ces trois dernières. Essayez vraiment de retenir les trois premières au minimum. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on peut clairement déduire que c'est une coupe oui, colorée à l'hématoxylinéosine, et donc que c'est une coupe faite au microscope optique, coloration HE, avec un grossissement moyen, puisque le micromètre, c'est pas encore hyper performant aujourd'hui. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir déchiffrer en gros la coupe. On a quatre zones, une zone de vide à gauche, où il n'y a rien, en tout cas on voit rien. Une deuxième zone avec uniquement des cellules, qui sont assez colorées, assez grandes, qui sont jointives, très connectées, où il y a pas de matrice. Une troisième zone où c'est un peu l'inverse, il y a des cellules mais qui sont toutes petites, et on a beaucoup plus de matrices qu'on voit là, qui est plutôt colorée, on va dire. Et puis en haut, une zone un peu particulière qu'on verra après. Et enfin une quatrième zone, avec un espace extracellulaire qui est un peu translucide, et des petites cellules qui ont l'air enfermées dans des logettes. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer avec la première zone. C'est pas compliqué, on voit rien. Donc il n'y a pas grand chose à décrire. Mais petit tips, parce que ça peut être piégeux, le fait de ne rien voir, ça peut provenir de deux situations. Soit il n'y a pas de matière à colorier, donc rien du tout, et à ce moment-là c'est logique qu'on voie la lumière du microscope. Soit il y a de la matière,
mais qu'on n'a pas pu colorer avec la coloration faite précédemment. Par exemple, ça arrive un peu plus rarement, mais dans les adipocytes blancs que vous allez voir cette année, vous avez des lipides qui sont dans des gouttelettes qui, à la coloration hématoxylinéosine, paraîtront blancs. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de matière. Il y a bien de la matière qui n'a pas été colorée. Bon, dans ce cas-là, évidemment, c'est une lumière, il n'y a rien à colorier. Et, et quand il y a du blanc qui a cette taille-là, c'est forcément une lumière. Voilà, je vous le redis ici. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir s'attaquer à la première véritable zone de notre coupe, à savoir l'épithélium. Donc on va commencer par faire une analyse bête et méchante. On le fera toujours pour les trois zones. Donc on a, comme dit, pas de matrice, mais plein de cellules qui sont assez grandes et qui sont assez longues surtout. Vous avez plusieurs types de cellules avec des noyaux qui sont à des hauteurs différentes et c'est important à retenir pour la suite. Déjà, on sait que c'est un épithélium, comme dit, parce qu'il n'y a pas de matrice et qu'on a uniquement des cellules qui sont jointives, accrochées entre elles, avec une spécialisation apicale, et qui forment une séparation entre la lumière, qu'on a vu avant, et le tissu du dessous, qu'on verra après. Et ça correspond très bien avec la définition d'un épithélium. Maintenant qu'on sait que c'est un épithélium, on va pouvoir savoir ce que c'est un peu plus précisément, comme type d'épithélium. Et pour ça, on va regarder les cellules. On voit, en plissant un peu les yeux, que toutes les cellules sont en contact avec le tissu du dessous, mais que certaines cellules, comme la cellule B ici, ne sont pas en contact avec la lumière du dessus. Et ça va nous permettre de dire que c'est un épithélium pseudostratifié. Voilà, comme je vous le mets ici. Voici un tableau pour faire un peu un rappel des principaux épithéliums qu'on peut retrouver. D'ailleurs, l'épithélium simple aplati, on pourra le revoir plus tard. Et notre épithélium, là, il est en quatrième position, pseudostratifié cylindrique. Attention à ne pas le confondre avec le simple cylindrique, qui est juste au-dessus. Et pareil, on peut les confondre, c'est un peu piégeux. Maintenant qu'on sait que c'est un épithélium pseudostratifié cylindrique, on va pouvoir essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a comme structure apicale, parce que les épithéliums ont quasiment pour tous des particularités au pôle apical, donc en haut, du côté de la lumière, ce qui permet de caractériser leur fonction. Donc voilà les quatre principales structures. Il y a les cils vibratiles, les microvillosités, les pôles sécrétoires et les kératinisations, pardon. Et ici, on va pouvoir voir que c'est un pôle apical avec des petits poils qui sont un peu courbés et qui sont très colorés à l'éosine et avec une sorte de petite plaque de couleur qui est sur le cytoplasme apical des cellules. Et avec ces infos-là, on va pouvoir savoir que c'est un pôle apical avec des cils vibratiles mobiles, à cause de la longueur et de l'aspect courbé des structures, et aussi à cause de la coloration, comme je l'ai dit avant. Maintenant qu'on a parlé de l'épithélium, on va pouvoir enchaîner avec le tissu conjonctif. Donc, comment est-ce que je sais que c'est un tissu conjonctif? Déjà, je vois de la substance fondamentale amorphe, qui est un peu partout et qui est prédominante par rapport aux fibres. Retenez-le, ça servira plus tard. On voit aussi principalement deux types de cellules. Des cellules là, comme pour le grand A, avec des noyaux plats, assez hétérochromatiques et avec peu de cytoplasme. Moi, j'en vois pas du tout, d'ailleurs. Et ce sont des fibrocytes, cellules résidentes obligatoires des tissus conjonctifs, il y en a tout le temps. Et il y a aussi au-dessus des cellules un peu plus, enfin qui ne sont pas toujours là, des cellules avec un noyau rond hétérochromatique. Là, cette fois-ci, un cytoplasme vraiment invisible. Et ça, avec les cours de maths mentale, on peut en déduire que c'est des lymphocytes. Donc, quand il y a des fibrocytes, c'est un tissu conjonctif. Et d'ailleurs, quand on est en dessous d'un épithélium, on est aussi très souvent, voire toujours, dans un tissu conjonctif.
Ici, on sait que c'est un tissu conjonctif lâche à cause des proportions qu'il y a entre la substance fondamentale amorphe et les fibres. Ici, clairement, il y a plus de SFA, donc raccourci de substance fondamentale amorphe, et beaucoup moins de fibres. C'est ce qui permet de dire que c'est un tissu conjonctif lâche, contrairement à un tissu conjonctif dense. Et comme on est en dessous d'un épithélium, on sait que c'est un chorion. Maintenant qu'on sait ce que c'est comme tissu, on va pouvoir juste s'intéresser vite fait à ce qu'il y a là dans les flèches. Alors au-dessus, c'est une vénule, parce que c'est une sorte de cavité avec des globules rouges. Les petits points là qu'on a, c'est des globules rouges. Et on peut différencier la vénule d'une artériole avec les cellules musculaires qu'il y a autour. Ici, on n'en voit pas, donc on est dans une vénule. Mais c'est déjà un peu technique. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. En dessous, on a un capillaire parce qu'on a juste une seule cellule qui forme un épithélium simple aplati à elle toute seule en fait, et qui fait le tour de la lumière qu'il y a dedans. Et du coup, je sais que c'est un capillaire. Et d'ailleurs, la cellule en question s'appelle un péricyte. Ces éléments, on peut les retrouver, que ce soit vénule, artérielle ou capillaire, parce qu'on est dans un chorion et que le chorion a comme fonction de vasculariser l'épithélium qui est au-dessus. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir s'attaquer à la dernière partie de notre coupe, à savoir le tissu cartilagineux. Donc pareil, comme les fois d'avant, on va pouvoir analyser ce qu'on voit dans le tissu. On voit beaucoup de matrices, qui est assez translucide, on voit pas de fibres, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on n'en voit pas. Et on a dans des sortes de petites logettes, des cellules avec des formes assez variées, mais qui ont un noyau assez hétérochromatique, et un cytoplasme pas très présent et assez éosinophile. Elles sont d'ailleurs liées en groupe de 2. On sait que c'est un tissu cartilagineux parce que, je voudrais vous dire que ça se voit, mais en gros, la matrice translucide comme ça, qui a pas de, qui a pas de vraie variabilité, enfin pas de vraies fibres dedans visibles, c'est assez reconnaissable d'un tissu cartilagineux. Et en plus, les cellules sont caractéristiques des chondrocytes. Et les chondrocytes, ce sont les cellules résidentes principales du tissu cartilagineux. Donc quand on en voit, on est dans un cartilage. D'ailleurs, ces chondrocytes, ils sont présents dans des logettes, comme j'avais dit avant, et ce sont des chondroplastes. Attention à ne pas confondre avec les chondroblastes qu'on verra après. De plus, ils sont en groupe isogénique axiaux. C'est juste pour le petit plus, il y a deux groupements de chondrocytes, les groupements isogéniques axiaux avec des chondrocytes en ligne, et des groupements isogéniques radiaires avec des chondrocytes qui sont plus en carré, avec un chondrocyte qui fait un coin, et donc 4 chondrocytes pour un carré. En périphérie, on a une zone de transition entre le tissu conjonctif et le tissu cartilagineux, et ça s'appelle le périchondre. Le périchondre, il est séparé en deux parties. Du côté du tissu conjonctif, on a le périchondre fibreux, qui va faire une sorte de couche de protection entre le cartilage et ce qu'il y a à côté. Et en dessous, la partie qui nous intéresse un peu plus, c'est le périchondre cellulaire avec les chondroblastes. À ne pas confondre avec les chondroplastes d'avant. Et ça, ce sont les jeunes cellules qui vont par la suite se différencier en chondrocytes une fois qu'ils seront dans le cartilage. Et ça permettra le renouvellement ou l'agrandissement du cartilage. Et enfin, petit dernier truc en plus, c'est vraiment pour que ce soit complet, mais la croissance du cartilage peut se faire de deux façons différentes. On a une croissance par apposition, avec donc des chondroblastes qui sont dans le périchondre et qui, en étant englobés dans la matrice, vont devenir des chondrocytes, et une croissance interstitielle, qu'on voit moins souvent, mais c'est quand il y a des cellules qui vont pouvoir proliférer directement dans le cartilage. Euh, on le voit uniquement dans le cartilage de réserve qui est dans l'os du jeune enfant, donc vraiment, généralement, c'est par apposition.
Ici, par exemple, dans ce cas-là, on est dans une croissance par apposition parce qu'il y a des chondroblastes en périphérie et pas dedans. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir conclure en rappelant un peu tout ce qu'on a vu. On est donc devant une coupe au microscope optique en coloration allimatoxylinéosine. On a à gauche une lumière, ensuite un épithélium pseudostratifié cylindrique à structure apicale de type cils vibratile. En dessous, un tissu conjonctif lâche habituel qui est généralement, voire toujours en dessous de l'épithélium, avec quelques cellules de la défense immunitaire, les lymphocytes, et de la vascularisation avec le capillaire et la vénule. Et enfin, on a un tissu cartilagineux avec les chondrocytes en groupement isogénique axiaux et la matrice cartilagineuse autour, et le périchondre en périphérie. Pour aller juste un tout petit peu plus loin, on peut dire que c'est ce genre de coupe qu'on retrouve dans les bronzes, donc dans des éléments de conduction aérienne de l'appareil respiratoire, mais ça c'est pas à savoir, c'est juste pour finir pour de bon l'analyse de notre coupe. Puis voilà qui termine notre vidéo pédagogique. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, Voici évidemment l'habituel mème de fin, et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour votre fin d'année.